Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un update lecture. Ça fait un petit moment que je me suis pas posée pour vous parler de mes lectures puisque j'ai sauté un update la semaine dernière. Je suis passée par un désert littéraire, ça a été très compliqué pour moi niveau lecture. J'ai bien cru que j'allais perdre toute foi en ma pile à lire et finalement j'ai eu des romans qui m'ont relancée et qui m'ont donné vachement d'entrain dans mes lectures. Mais c'est vrai que j'ai eu énormément d'abandon. Là on a une période très courte, c'était impressionnant le nombre d'abandons que j'ai fait. J'ai eu beaucoup de lectures qui étaient très mitigées, enfin bref, c'était vraiment pas terrible. Donc là, sur la fin de l'update, ça sera un petit peu mieux, mais en tout cas, ça a été quand même assez compliqué. On va commencer dans l'ordre avec tout un enchaînement de lectures bof et on commence par ma plus grosse déception qui est à moitié une déception, à moitié pas vraiment, très compliqué d'en parler. C'est Watership Down de Richard Adams, oui il s'appelle comme ça, aux éditions Toussaint Louverture. Je sais pas si vous en souvenez, mais ce roman, ça faisait un moment que j'avais envie de l'acheter, il m'avait été conseillé par mon libraire jeunesse depuis mais super longtemps, enfin ça fait peut-être 3-4 ans qu'il me dit tu devrais le lire, tu devrais le lire. Et j'avais jamais sauté le pas jusqu'à trouver cette édition, donc Toussaint l'ouverture, qui était à 12 €, qui était très jolie et qui voilà était pas très très chère. Et je me suis lancée dedans. Le topo, c'était une espèce d'histoire d'aventure avec des lapins. Et moi, le lapin, c'est mon animal totem. Donc je me suis dit, bah go, j'ai trop envie de lire ce roman. Si en plus de ça, un petit côté magique, aventure et tout ça, ça a l'air super chouette. Et c'est une lecture que j'ai abandonnée parce que c'était compliqué. Et en même temps, je vais pas dire que c'était nul, et je pense qu'elle m'a quand même transmis ce qu'elle voulait transmettre. Là tout de suite je vous l'accorde, ça veut absolument rien dire, j'ai l'impression de m'exprimer comme Raffarin qui parle anglais, mais vous allez comprendre. En gros on suit un lapin, donc Hazel, qui est un petit peu, voilà, c'est pas un lapin hyper connu dans sa garenne, et il est le grand frère d'un lapin qui a un nom un peu particulier, je l'ai oublié, hein, excusez-moi, qui en fait a des sortes de prémonitions. Il sent quand il y a quelque chose qui va se produire, il peut sentir le danger arriver, il sent les espèces de catastrophes naturelles, ce genre de choses. Et là, son petit frère du coup, eh bien, il sent quelque chose, il sent que ça va pas, il essaye d'attirer l'attention et dire il faut que toute la garenne s'en aille, c'est pas possible. Nous, on le voit avec notre regard d'humain qu'en fait, on va avoir un terrain qui va être totalement détruit pour accueillir en fait un nouveau concept immobilier. Et du coup les lapins, eh bien c'est un peu voilà, déjà on pointe le doigt sur quelque chose, sur les lanceurs d'alerte, sur les croire, fermer les yeux, qu'est-ce qu'on fait. Voilà, donc il y a déjà ça où on sent qu'il y a un aspect très politisé de ce livre, qu'on étudie quand même des réactions, alors certes via des lapins, mais en tout cas des réactions qui sont humaines, en tout cas à ça, au danger. Est-ce qu'on ferme les yeux, est-ce qu'on l'affronte? Voilà, donc le reste de la garenne refuse d'ouvrir les yeux et dit on va pas en fait tout plaquer comme ça parce que juste toi t'as une prémonition et voilà, c'est un peu le truc de crier au loup et tout ça. Sauf que Hazel lui croit son frère, il décide de partir et il y a quelques lapins en fait qui vont rejoindre leur petite équipe et ils vont traverser en fait des étendues et des étendues de terre pour aller trouver une nouvelle garenne. Et donc, dans ce périple, eh bien, il va se passer plein de choses. Il y a beaucoup de métaphores via cette petite aventure des lapins. On va évoquer la guerre. Donc, on l'évoque au travers du regard des lapins, mais on l'évoque quand même. On évoque cette espèce de fraternité, cette espèce de loyauté à un chef, à un leader. On va également évoquer la peur de l'étranger, l'étranger du territoire ou l'étranger personne physique quoi. On évoque comme ça énormément de choses, il y a toute une métaphore également sur la résilience, sur la persévérance, sur l'entraide et tout ça. Donc il y a énormément d'éléments qui en font presque un conte initiatique en fait. C'est assez intéressant de voir tout ce qui est développé au travers de ces lapins, donc l'aventure, le danger, les blessures, le fait de ne jamais abandonner, tout ça. Il y a énormément de choses qui sont développées. Mais en fait, je vois ce qui a voulu être fait, que également au travers de ces animaux, eh bien, on retrouve un petit peu toutes les facettes de l'humain, de ses réactions et tout ça, un peu comme la ferme des animaux. Mais c'était lent, c'était très très lent,
voilà, on traverse les Garennes, il y a beaucoup de soucis un petit peu techniques, de plein de choses, hein. Par exemple, il n'y a pas de femelle pour pouvoir, bah, du coup, perpétuer l'existence de la Garenne et tout ça. Il y a beaucoup de considérations, comment trouver à manger, est-ce qu'on va s'entraider avec les autres espèces ou est-ce qu'on se renfrogne et tout ça. Donc vraiment, il y a beaucoup d'analyses à faire. Moi, je pense que c'est vraiment un livre très intéressant si vous êtes prof de français, vraiment pour faire travailler vos élèves dessus. C'est hyper intéressant parce qu'il y a énormément de choses à voir en fait. Vraiment, tout ce qu'on nous décrit, ce qui est vraiment de longues descriptions, c'est un leurre en fait. C'est une analyse totalement différente qui ressort de juste, vous avez la description d'un champignon, mais en fait la description d'un champignon, c'est pas vraiment ça, il y a plein de trucs derrière. Donc, je trouve que c'était intéressant. J'en ai lu franchement je crois 250-300 pages avant d'arrêter parce que je prenais plus tellement de plaisir dans ma lecture. Il se passe des choses mais il se passe pas grand chose, hein. Ça reste des lapins qui vont quitter un territoire, c'est presque du nature writing. Et au bout d'un moment, je me suis dit ok, je suis allée au bout un petit peu de ce que cette lecture pouvait m'apporter. J'avais plus de plaisir à le lire et ouais, c'est un peu particulier parce que d'un autre côté, je trouve que c'est très intéressant ce qui a été fait là-dessus, toutes ces analyses justement, ces métaphores, ce terrier en fait de lapin, et puis vraiment il y a des choses qui sont vraiment à questionner en fait dans ce roman. Donc il ouvre la porte je trouve à plein de raisonnements. Et d'un autre côté, bah voilà, je me suis dit ok, j'ai vu, et en fait je trouvais même pas la nécessité de le terminer quand bien même je l'ai trouvé intéressant. C'est juste qu'au bout d'un moment j'avais envie de passer à autre chose, j'avais envie de lire autre chose, et vraiment je l'ai trouvé un petit peu long en fait sur la longueur. Je pense que voilà, il fait quand même 500 pages, plus de 500 pages. Il aurait été plus court, peut-être que ça aurait été plus digeste et que j'aurais pu un peu l'assimiler à un roman, voilà, et vouloir mettre un point final. Là, je l'ai presque vu comme une sorte de conte philosophique, d'analyse philosophique, et je me suis dit, ok, j'ai vu, j'ai pris ce que j'avais à prendre dans ce roman, mais je ressens pas le besoin d'aller jusqu'à la fin. Donc voilà, c'est une lecture un peu, une analyse un petit peu particulière, mais en tout cas je pense que c'est pas une lecture détente, c'est pas un roman de divertissement, c'est un roman bah voilà, philosophique, initiatique, qui pose des questions, mais pour moi c'est pas vraiment du pur divertissement, un roman d'aventure, etc. Bof, je trouve ça très lourd dans l'analyse et je pense qu'il faut le savoir avant de le commencer. C'est pas un truc détente où on peut voilà, lire 200 pages d'un coup. C'était assez laborieux comme lecture, il faut le dire, il faut vraiment être à fond, il faut être concentré. Et d'un côté, il y avait des fois des passages où il se passait quelques trucs et je pouvais lire vraiment 60 pages sans m'arrêter. Et des fois, il y avait des trucs où pendant 20 pages, je butais à tourner les pages, c'était très compliqué. Donc voilà, c'était une lecture vraiment particulière. Ensuite, je vous en parlerai pas, mais j'ai lu, donc juste après, en fait j'étais un peu dépitée, je me suis dit vas-y, qu'est-ce que je vais lire et tout ça. Et j'ai lu L'épreuve non corrigée de Mélusine Huguet, qui est donc carnet parisien sur Instagram, un jour de plus de ton absence. Je vais pas vous en parler vraiment parce que il sort le 23 février 2021. Moi je suis passée à côté, bien que je reconnaisse les talents d'auteur de Mélusine, hein, je pense qu'elle écrira beaucoup d'autres romans et qu'elle a vraiment un talent pour l'écriture. Mais moi ça l'a pas fait du tout et je vous expliquerai pourquoi en temps voulu. Ensuite, la fin de semaine est venue et là c'était vraiment la débandade niveau boulot. Ensuite, mon chéri a eu ses examens, ça a été, enfin sa réussite à ses examens, ça a été des week-ends un petit peu de célébration et c'était pas grand chose, hein. On n'a pas fait la fête, on était que dans le cercle familial dans lequel on est déjà actuellement pour le confinement. Mais en tout cas c'est des choses qui rythment un petit peu, enfin qui changent la routine et en tout cas qui ont changé mes temps de lecture puisque c'était sur le soir et c'est le soir que je lis. On a dû faire les courses de Noël, tout ça, donc bon, j'étais pas du tout dans ma lecture, mais j'avais commencé à lire quelques pages d'Agravel de Maxime Herbeau aux éditions Inceptio, et je me disais, wow, ça a l'air super cool. Notamment, on suivait Lucien Agravel, qui est dans un château qui fait un peu office de maison de retraite, le château d'Urgis, et il nous parle des balayeurs, ces créatures un petit peu particulières, qui ont l'air d'avoir un rapport avec la mort, on sent qu'ils sont en danger quand ils voient les balayeurs. J'avais un peu l'impression que c'est un peu comme des détraqueurs, vous voyez, dans Harry Potter, qui vont vous aspirer, tout ça. Donc il y a cette espèce d'ambiance hyper malsaine qui s'installe, vous êtes dans un château, il y a ces créatures un petit peu bizarres qui vont menacer de vous manger l'âme et tout ça. Je me suis dit, wow, ça a l'air super chouette. Donc vraiment, les 50-60 premières pages, j'étais à fond dedans.
Et après, ça part un peu en live. Pour moi, c'est un petit peu parti en live. Vous avez trois alternances en fait de points de vue pratiquement. Donc il y a Lucien dans la maison de retraite. Il y a également Lucien qui va en fait faire des voyages dans le temps au travers de ce train. C'est amené d'une manière un peu what the fuck, donc c'est vrai que sur le coup j'ai pas trop compris. Il a 3 billets pour pouvoir aller à 3 points un petit peu cruciaux de sa vie. Mais là c'est pareil, j'ai pas extrêmement compris parce que il arrivait à un point, je sais pas, par exemple il était à l'école ou au lycée, je sais pas exactement, enfin au collège. Et en fait j'arrivais pas à comprendre combien de temps ça durait quand il y était en fait. S'il y restait longtemps, s'il y restait pas longtemps, s'il revivait quelques années là-dedans. Je peux pas savoir, honnêtement, j'ai pas de réponse à vous donner, j'ai pas réussi vraiment à voir en fait comment ça se passait. C'est des points qui étaient censés être cruciaux, mais je comprenais pas trop. À côté de ça, on alterne avec le point de vue du comte d'Urgis, donc celui qui avait donc à l'origine du château, qui était censé avoir voyagé dans des terres un petit peu inconnues et avoir prélevé l'eau des Solines qui était censée donner, bah voilà. Jouvence éternelle, permettre de vraiment diminuer et ralentir le vieillissement. Mais là, je comprenais pas trop, en fait, je trouvais qu'au bout d'un moment, j'étais genre à 200 pages et je me disais, mais c'est quoi le lien? Je comprends pas, j'en ai marre. Et c'est surtout que c'était très long, c'était pas du tout dynamique, et de temps en temps, on nous balançait des parties de chapitres d'un livre que le personnage principal lisait tout le temps. J'étais perdue dans ma lecture. Honnêtement, j'étais perdue. Au bout d'un moment, on retrouve Lucien, il a 20 ans, on sait pas ce qui s'est passé entre les deux voyages de train. C'était trop brouillon, et pareil, on s'est un petit peu éloigné de trucs super cool, notamment les balayeurs, on les a plus revus du tout, et moi c'était vraiment ce qui me hypait. Je comprenais plus rien. En fait, je ne comprenais plus rien de ce qui se passait de ce roman. Je savais plus où on nous emmenait. Au début, bah voilà, je pensais savoir un peu, voilà, avec les balayeurs, peut-être qu'il y avait un truc, tout ça, tout ça. Après, plus rien. Donc peut-être que c'était pas le moment parce que ça a été des semaines où j'étais très occupée, mais en tout cas, j'en pouvais plus quoi. Ma lecture était super laborieuse, j'en avais marre, je me disais bon allez, il faut vraiment que je le finisse. Et ça, c'est un truc que je déteste me dire. Enfin non, j'ai pas à finir un livre s'il m'apporte rien, s'il m'apporte que de la frustration. En fait, j'ai aucune obligation sociale de terminer un livre. Donc je l'ai refermé parce que vraiment je suis un peu passée à côté. Donc peut-être que j'essaierai de le relire parce que ça avait l'air chouette, parce que la plume est belle et qu'elle a l'air quand même assez enrichie. Et également le scénario a l'air vraiment riche, mais peut-être que c'est pas pour moi, peut-être que c'était pas le moment, ou peut-être que effectivement c'est assez brouillon. Je sais pas trop, mais en tout cas voilà, c'était assez compliqué. Ensuite, pour essayer de me sortir de cette spirale de la loose entre deux abandons et une lecture que je n'ai pas aimée et qui m'a vraiment fait parler, j'ai pris La Quête des Willan, le premier tome de Pierre Bottero, qui m'a été prêté par une amie. J'ai toujours été assez intriguée par La Quête des Willan parce que moi je ne l'ai pas lu en étant jeune. Voilà, j'ai jamais lu La Quête des Willan, que ce soit en livre ou en BD, et à chaque fois je le voyais, bah ça me tendait un peu, enfin j'avais envie de savoir de quoi ça parlait, et c'était plutôt chouette, bien que il faut prendre en compte, comme je le dis très souvent, la destination de l'écrit et également la période dans laquelle elle a été écrite. On suit Camille, qui est une jeune fille qui a été adoptée, qui a aucun lien avec ses parents adoptifs, et dont toute la joie de sa vie se résume à traîner avec son meilleur ami Salim. Et un beau jour, eh bien, elle a toujours eu cette habitude de dessiner en fait dans sa tête, voilà, elle fait des dessins mentaux, et un jour elle fait un pas sur le côté, elle se retrouve en fait un peu transplanée dans un autre univers où elle semble être ensuite pourchassée, elle comprend pas trop, on l'appelle par un nom qui est totalement différent du sien. Elle sait pas. Elle revient dans le monde, elle explique tout ça à Salim, et en fait elle est repartie dans son monde avec une pierre bleue, sauf que Salim est incapable de la toucher. S'il approche sa main, eh bien il peut pas l'approcher plus. Si elle lui lâche dans sa main va avoir le réflexe en fait de partir. Donc elle comprend qu'il y a un truc un peu particulier, jusqu'à ce qu'un beau jour elle se fasse attaquer par des tarentules géantes, et qu'avec Salim elle se transplane dans un autre univers, donc l'univers qui s'appelle Gwendalavir, et là elle va apprendre qu'elle
elle est la fille de deux grands dessinateurs. Donc le pouvoir du dessinateur, c'est en fait de pouvoir voyager dans l'imagination avec un grand I, qui est une sorte de vecteur pour aller dans une infinie de mondes, de création, tout ça. Donc par exemple, elle est attaquée, elle va dessiner dans sa tête un champ de ronces et bim, le champ de ronces va apparaître. Donc il y a un petit côté télékinésie que j'ai bien aimé un peu à la Sophie Foster, bon même si c'est pas pareil, mais vous voyez ce que je veux dire. Et ça pour le coup c'était très chouette, cette espèce de métaphore autour de l'imagination, de la création comme ça. J'ai trouvé que c'était très intéressant, surtout qu'il y a une espèce, pas de mythologie, mais en tout cas il y a un système particulier pour les dessinateurs qui je pense va être très intéressant à développer ensuite. Et donc Camille, notre jeune Ewillan, apprend donc sa ligne familiale assez noble, le fait qu'il y a eu une révolte dans ce pays puisque certaines personnes voulaient en fait bloquer l'imagination, que ses parents se sont relevés contre ce régime et que du coup il y a une guerre. Et la clé semble être son frère, puisqu'elle apprend qu'elle a un frère. Donc elle va devoir partir en quête de son frère pour essayer de ramener le guerrier tout puissant qui va pouvoir sauver Gwandalavir. Et c'est un petit peu tout ce périple, donc la découverte de ce nouvel univers avec des traditions incroyables, avec voilà, elle a par exemple avec elle une espèce de petit rongeur, c'est un ronfleur qui permet de communiquer avec les membres de Gwandalavir. Ça va être voilà, un récit d'aventure rocambolesque avec un système de magie particulier, avec plusieurs espèces, parce qu'il y a des humains, il n'y a pas des humains, et tout ça. J'ai beaucoup aimé, voilà, je pense que c'est très très prometteur, ça a l'air vraiment très chouette. J'ai hâte de lire la suite parce que je lirai la suite, mais il y a effectivement quelques petits défauts. Camille, elle est un peu chiante, voilà, et Willan, c'est vrai que des fois, elle est un petit peu relou. Il faut aussi se dire que c'est destiné à un public jeune, donc voilà, des fois il y a des trucs où moi ça pouvait me faire lever les yeux au ciel, mais j'imagine que ça pouvait peut-être faire rire un public un peu plus jeune, mais voilà, il faut accepter aussi qu'on lit un livre qui est pour jeunes. Et il y a 2-3 petits éléments qui m'ont fait un petit peu grincer des dents, notamment des blagues sur les sous-doués. Les blagues sur les sous-doués, c'est des enfants qui ont des difficultés ou qui ont voilà, parfois des maladies, des problèmes, des troubles de l'apprentissage, tout ça. Faire des blagues sur les sous-doués, voilà, bon, ça a été écrit en 2003, on n'avait pas la même prévenance, la même, attention envers l'inclusion, envers les préjugés, les discriminations, tout ça, donc je peux le comprendre. Il y avait des fois, voilà, où Camille, elle est un peu dégueulasse avec Salim sous prétexte qu'il y a une mini-romance qui s'installe, enfin nous qu'on voit venir. Il y a des fois c'est un peu humiliant, mais bon, voilà, hein, c'était en 2003, on n'avait pas fait un grand pas quand même dans l'inclusion, la bienveillance et tout ça, mais c'était plutôt chouette, voilà, il faut accepter la période, le public, et vraiment c'était cool, c'est un joli système avec cette imagination, tout ça qui s'annonce assez riche, donc j'ai hâte de lire la suite. Là, je suis très contente de dire qu'on remonte crescendo dans l'appréciation des lectures puisque j'ai lu en pratiquement une seule traite Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo aux éditions de Saxus et c'était vraiment la lecture qu'il me fallait pour me relancer dans la lecture et dans l'appréciation de la lecture puisque ça avait été un peu compliqué avec les lectures précédentes. Le Royaume assassiné, c'est quoi? C'est une réécriture un peu sombre de La Petite Sirène. Moi, j'avais pas trop connu la sortie VO, c'est vrai que je regarde pas trop ce genre de trucs et il me tentait énormément puisque moi ça fait plusieurs fois que je tente des réécritures de La Petite Sirène en mode un peu sombre ou je sais que j'en avais lu une, c'était genre en mode féministe, The Surface Breaks, et j'avais pas trop aimé, voilà. Donc là je m'étais dit allez go, j'espère que ça va être chouette, sauf que j'avais été un petit peu refroidie avant d'attaquer cette lecture parce que Marie, donc Muffins and Books sur Instagram, qui aime beaucoup les livres de pirates et tout ça, avait dit c'était cool, mais des fois j'ai ressenti des bugs un peu de traduction. Moi, je n'ai pas ressenti de bug de traduction. Effectivement, c'est pas la plume la plus travaillée, la plus chiadée qu'on peut trouver dans la littérature. C'est écrit au présent, alors que peut-être pour un côté épique, ça aurait pu être très chouette avec une écriture au passé. Mais j'ai lu 400 pages d'un coup.
Donc je pense que c'est plutôt un bon indicateur de à quel point cette lecture m'a branchée, parce que j'ai lu, c'était le jeudi, voilà, à peu près le jeudi, et en fait le soir j'organisais un repas surprise pour mon chéri pour ses résultats, donc j'étais occupée toute l'après-midi, je bossais, j'allais faire un truc, je rebossais, j'allais refaire un truc, et je me suis quand même posée pour décompresser et faire mon vélo, et en fait j'ai lu 115 pages sur le vélo, et j'étais frustrée parce qu'il fallait que j'arrête de lire. Et le vendredi soir, eh bien j'ai lu 400 pages et je l'ai terminé parce que c'était trop chouette. Bon, je vais passer du coup quand même à mon avis. En fait on suit Lyra qui est une sirène, c'est la fille de la reine des mers et c'est une dévoreuse de princes, puisque les sirènes en fait, pour rendre hommage à leur divinité Keto qui avait été assassinée par les humains, doivent l'année de leur naissance récupérer un cœur d'un humain. Donc voilà, elles font leur chant de sirène, elles les attirent et elles prélèvent les cœurs. La particularité de Lyra, c'est que c'est elle qui va hériter du trône, et que pour bah, voilà, un peu dorer son blason, elle ne récupère que des cœurs de princes, et donc elle doit accompagner ce jour-là sa cousine Kalia pour sa première prise. Donc Kalia prend un cœur voilà, d'une reine d'ailleurs, je crois, de la mère du prince, et elle, Lyra, et bah, c'est pas son anniversaire, mais elle prend quand même le cœur du prince qu'elle a tué, puisqu'il y a une magie qui se noue en fait entre le cœur et le prince qu'elle vient d'envoûter. Donc elle récupère le cœur, et la reine des mers, qui est clairement la personne la plus horrible de toute la terre et de tout l'océan, eh bien va punir de manière atroce Lyra. Elle va du coup exploser le cœur qu'elle a ramené, puisqu'elle n'était pas censée le ramener, ce qui va lui infliger une énorme souffrance, et elle va lui réserver l'humiliation que sa prochaine victime ne soit pas un prince, et donc elle prenne un simple marin. Lyra découvre Eilan qui est le prince de... c'est comment ça s'appelle? C'est Migos? Je crois que c'est Migos. Je suis pas sûre. Bon, du coup, elle trouve en fait ce prince qui, à côté de ça, est chasseur de sirènes et marin, donc pirate sur un bateau, et elle se dit bah go, ça va être trop bien, puisque c'est censé être le tueur de sirènes, la dévoreuse de princes va choper le tueur de sirènes, et du coup sa mère ne pourra absolument pas lui en vouloir. Sauf qu'au moment où elle pourrait prendre son cœur, eh bien elle ne le fait pas pour diverses raisons, et sa mère va dire que bah, elle a l'empathie des humains, qu'elle a des sentiments humains qui sont néfastes, et elle va donc du coup la punir en eh bien, la privant de sa queue de sirène, de sa nageoire, lui donner deux jambes et la faire remonter dans les humains. Et c'est Eilan, le pirate, qui va la sauver en voyant bah, cette femme en milieu de l'eau. Et là, ça va être une aventure de piraterie, une aventure bah, de, comment dire, de mythes, de tout ça. C'était vraiment trop chouette. Ça faisait très longtemps et je saurais même pas dire quelle a été ma dernière lecture qui se passe sur un bateau avec des pirates, et c'était trop cool. La romance un peu à la Disney, du prince et de la sirène, tout ça, bah là il y avait un twist, c'est que d'une part l'un comme l'autre voulait se tuer, qui avait un côté beaucoup plus sassy, beaucoup plus piquant, agressif, et que c'était quand même un slow burn. On sait que forcément il va y avoir un petit truc, hein, on le sait un peu d'avance, enfin je pense que voilà, avant même de l'ouvrir on se doute qu'il va y avoir ça. Mais c'était bien fait. C'était bien fait parce que c'était pas superflu, c'était pas foutre de la romance pour foutre de la romance. Il y a quand même pas grand chose niveau romance là-dedans. Et c'était nécessaire, voilà, quand il le fallait, mais sinon il y en avait pas trop. Donc ça, j'ai trouvé que c'était fait avec beaucoup de justesse. J'ai beaucoup aimé le personnage de Lyra qui découvre en fait la vie des humains avec un sarcasme mais hyper puissant qui m'a fait beaucoup rire. Elle a une personnalité assez chouette. J'ai pas été transcendée par le personnage d'Eilan, mais j'ai bien aimé que ça soit pas soit il est très méchant, soit il est très gentil. Je trouve que voilà, c'était des personnalités qui étaient un peu plus complexes, un petit peu plus creusées, avec chacun un passif et tout ça. Donc c'était plutôt chouette. J'ai beaucoup aimé les descriptifs puisqu'on va dans différents royaumes. Il va en fait s'organiser une quête autour d'un objet particulier dont je vais taire pour vous préserver un petit peu de l'histoire. Mais du coup, on va aller dans plusieurs royaumes qui ont des particularités différentes. Il y en a un, c'est un royaume de glace. Il y en a un autre, c'est le royaume un peu voilà, qui est intégralement doré. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui fait qu'il y a un paysage scénaristique qui est très
riche, très bien construit, il y a beaucoup de villes, il y a beaucoup de détails, il y a plein de personnalités, enfin vraiment, j'ai beaucoup aimé, il y a plein de petites piqûres de rappel sur des notions qui sont très intéressantes, notamment sur la place des femmes sur les bateaux, dans la piraterie, tout ça, enfin bref. J'ai adoré cette lecture, j'ai trouvé que c'était super chouette, ce système de magie. La Reine des Mers qui pour le coup, elle va pas revenir en mode «Ah mais c'est vrai, j'ai été dégueulasse pendant 25 ans, mais tu es ma fille en fait». Non pas du tout en fait, elle est fidèle à son rôle. Donc j'ai beaucoup aimé ça, tout l'univers marin, tout ça, c'était vraiment une super chouette lecture. Je l'ai dévoré, ça m'a donné une pêche d'enfer de le finir. Donc c'était vraiment un petit coup de cœur. Enfin, j'ai terminé du coup hier La brodeuse de Winchester par Tracy Chevalier, qui est l'auteur de La jeune fille à la perle, donc ça vous dit peut-être quelque chose. Ce livre, ça fait un petit moment qu'il me tente depuis sa sortie à vrai dire, sauf que les éditions Quai Voltaire, c'est 24 € le livre, il y a quand même pas grand chose en travail éditorial de fait. Alors ok, ils achètent les droits aux enchères sur les auteurs internationaux, mais je trouve qu'il n'y a rien qui justifie quand même 24 €. Enfin, quand vous voyez la différence de travail éditorial entre ce genre de choses, ça c'est 18 €, ça c'est 24 €. Voilà, qu'est-ce qui s'explique? Bon, bref, je passe. J'avais très envie de le lire et je l'ai trouvé d'occasion et vraiment, je vous le conseille si vous aimez les romans historiques avec des personnages féminins assez forts. Franchement, ça vaut le coup de le lire parce que j'ai adoré ma lecture. On suit Violette qui est un peu éteinte dans sa vie. Voilà, elle est un peu en mode impassible. Elle a perdu son frère aîné à la guerre, elle a perdu son fiancé à la guerre et elle vient de perdre son père et elle vit avec sa mère qui est absolument affreuse, qui se plaint de tout le temps, qui fait des reproches et des critiques à tout le monde. Et elle décide que ça suffit, qu'elle en a marre de se prendre des réflexions tout le temps. Et elle part faire un boulot de dactylo à Winchester. Et donc elle va trouver sa petite chambre, du coup dans un foyer de pensionnaire. Elle va travailler et tout le monde en fait la tanne un peu pour qu'elle noue des relations. Puisque Violette c'est une femme excédentaire. Après la Première Guerre mondiale et après toute la population masculine décimée, on a appelé ces femmes les femmes excédentaires, c'est celles qui mathématiquement ne pouvaient pas trouver d'époux, ne pouvaient pas se marier, et elle arrive passé la trentaine, voilà, elle n'a pas d'enfant, elle n'est pas mariée, et puis les gens savent pas trop quoi en faire, ils savent qu'il y a la réalité des femmes excédentaires, mais en même temps, c'est un peu une obligation sociale de se marier, d'avoir des enfants, donc on lui fait tout le temps des réflexions. Tout le monde lui dit, inscris-toi pour des clubs de célibataires, etc. Et elle, Violette, elle prend le contre-coup de tout ça et elle se voue de passion pour les accoudoirs, les agenouilloirs et les coussins dans la cathédrale de Winchester qui est brodée par le club des brodeuses de Winchester. Elle a jamais brodé, elle sait pas pourquoi, mais elle fonce, elle s'inscrit au club de broderie et du coup va se nouer de nouvelles relations. J'ai beaucoup aimé cette partie parce que j'ai trouvé que elle illustrait une phase un peu psychologique que moi je connais très bien, qui est de s'engager tête baissée à fond, de manière presque obsessionnelle, dans une passion qui est sortie de nulle part du jour au lendemain pour s'écarter un petit peu de son quotidien. Ça c'est quelque chose qui arrive souvent pour les personnes un petit peu, c'est pour ça moi je dis que je suis un peu obsessionnelle parce que des fois, voilà, je sais pas pourquoi, c'est comme le tricot, c'est arrivé d'un coup, ça m'a pas lâché et je suis devenue à fond. Et Tracy, on pourrait penser que ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe, mais moi je l'ai totalement comprise en fait. Voir un truc et trouver une forme d'échappatoire dans ce loisir alors qu'elle a jamais brodé, moi ça m'a tout de suite parlé. Elle va rentrer dans ce club et en plus de ça, ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment un petit pour narguer un petit peu son entourage parce que tout le monde lui dit inscris-toi à un club, faut que tu fasses des rencontres et tout ça. Et elle dit ouais ok, je vais m'inscrire dans un club, je vais faire des rencontres, mais ça sera des rencontres amicales puisque le club est essentiellement féminin. Et ça j'ai trouvé que c'était un beau pied de nez en fait à cette injonction que tout le monde lui faisait parce que en fait une relation, se nourrir d'une relation, elle peut être tant amicale qu'amoureuse et j'ai bien aimé qu'on ait en fait ce petit côté là. Donc elle va se lancer dans ce club et elle va faire des rencontres, elle va rencontrer Gilda, elle va rencontrer Dorothy, elle va un petit peu avancer dans sa vie, gagner en émancipation, on va aborder plein de thèmes qui sont passionnants après-guerre, le fait qu'on a demandé aux femmes de beaucoup s'émanciper pendant la Première Guerre mondiale, mais en même temps dès qu'elles le font un peu trop ça va pas, notamment elle décide de partir en vacances seule et de faire une randonnée. On a tout ce petit côté d'une femme qui voyage
voyage seul avec les hommes d'une curiosité un peu malsaine, et d'un autre côté les femmes qui sont hyper prudes, qui sont d'ailleurs les pires hein, envers les femmes indépendantes. Il y a vraiment toute cette critique-là que j'ai beaucoup aimée. J'ai beaucoup aimé le personnage de Violette parce que je l'ai trouvée profondément humaine et en même temps avec des petites réactions un petit peu pinçantes et grinçantes que j'aimais beaucoup. On va aborder notamment l'homosexualité juste après la Première Guerre mondiale et ça a été fait d'une manière très très chouette. Parce que il faut savoir que moi je suis pas fan des anachronismes déguisés par exemple. Des fois on veut essayer de donner des leçons coûte que coûte dans les romans historiques, sauf que ça va pas. Ça va pas parce que une femme du début du 20e, on va pas lui dire l'homosexualité t'en penses quoi? Bah ouais en fait on devrait tous faire ce qu'on veut. Bah non, il y a quand même des décennies, des siècles voire de moralisation autour de l'homosexualité. Ça peut pas venir du jour au lendemain en fait, on peut pas donner des leçons comme ça. Donc j'ai beaucoup aimé là le traitement qui était fait parce que effectivement ça ouvre le pas sur quelque chose, ça montre que l'homosexualité il y en a eu à tous les siècles et qu'elles étaient traitées de manière différente et perçues de manière différente. Mais j'ai beaucoup aimé le traitement qui était fait par les personnages. Vraiment, j'ai trouvé que c'était très respectueux de la période. J'ai vraiment trouvé ça très intéressant, j'ai trouvé ça passionnant, c'était émouvant. Et il y avait plein de choses et moi j'ai adoré. Franchement j'ai adoré ce roman, ça se déguste, on passe vers plein de choses et surtout ce que j'ai bien aimé dans ce roman c'est l'apprentissage. En fait on nous éduque sur beaucoup de sujets mine de rien. Là c'est sur la broderie donc on va parler sans que ce soit étouffant et assommant mais on parle de plein de petits points de broderie, on parle de techniques de broderie, on parle aussi des sonneurs de cloches. Moi j'ai appris plein de choses sur les sonneurs de cloches dans les cathédrales et tout ça et c'était très très intéressant sur fond de montée du nazisme. Alors c'est vraiment très léger mais en tout cas il y avait tout ce qu'il fallait dans ce roman et je l'ai adoré. J'ai adoré le personnage de Violette, c'est un beau personnage féminin qui est porteur de beaux messages. Donc vraiment c'était une super chouette lecture, je l'ai beaucoup aimé et si vous pouvez vous le procurer d'occasion, n'hésitez pas parce que vraiment c'était trop chouette. Voilà, c'est tout pour cette update lecture. J'avais pas mal de trucs à dire après avoir été réduite sous silence suite à un désert littéraire la semaine dernière. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura inspiré à sortir des livres de votre palle ou au contraire de les laisser bien au fond de votre palle si les livres ne vous tentent pas. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé, à laisser un petit pouce et vous abonner. N'hésitez pas non plus à me taguer sur vos stories Instagram quand vous visionnez les vidéos, ça me fait toujours un grand plaisir. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite.